En l'an 9, la défaite face aux tribus germaniques réduit à néant l'illusion d'une supériorité morale romaine. Ce qu'ils appellent civilisation, leurs voisins l'appellent tyrannie. Les Romains semblent condamnés à retenir cette leçon. Au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, les forces romaines partent à l'assaut d'une terre de légende qui n'avait pas encore rejoint le giron de l'Empire, la Grande-Bretagne. Recouverte d'épaisses forêts, habitée par des hordes de sauvages, elle fascine les Romains autant qu'elle les terrifie. La conquérir sera un exploit digne d'un grand empereur. Cela fait maintenant 6 siècles que le monde antique vit sous le joug de l'Empire romain. En l'an 40 de notre ère, il s'étend du désert d'Arabie aux côtes rocheuses de la mer du Nord. Partout, il convertit ses ennemis par le commerce et la richesse qu'il déploie. Il est contrôlé d'une main de fer grâce à l'armée la plus disciplinée que le monde ait jamais connue. Les Romains aimaient à s'imaginer en puissance civilisatrice. Ils tiraient une grande fierté de leur capacité à gouverner leur empire. Ils croyaient tenir ce pouvoir de Jupiter. Gouverner est leur véritable point fort. Les Romains pensent que l'empereur incarne ce pouvoir divin. Mais tous les empereurs ne sont pas divins. En 41, Rome est ébranlée par les excès de l'empereur Caligula. Caligula était un enfant gâté. Il se peut aussi qu'il ait été fou. On connaît tous par exemple l'histoire selon laquelle il aurait donné le titre de consul à son cheval. Il aurait aussi fait construire des ponts juste pour pouvoir les traverser sur son char. Il se comportait de manière étrange pour montrer qu'il avait du pouvoir. Un grand nombre de personnes de son entourage ont commencé à se sentir menacées, à se dire que l'empereur était imprévisible, paranoïaque et sans doute fou. Des membres de la milice d'élite, appelée garde prétorienne, décident de défaire Caligula avant qu'il ne se retourne contre eux. Ils mettent leur plan à exécution alors que l'empereur vient de passer un après-midi à jouer. Selon Suétone, biographe du 1er siècle. Caligula, à terre, se tordait de douleur. « Je suis encore vivant !» cria-t-il. Et l'ordre se propagea. « Frappez-le !» Et l'empereur succomba après 30 coups portés. C'est un moment crucial, parce que pour la première fois, on a découvert, et ce de manière très brutale, combien le pouvoir de l'empereur dépendait des militaires. La garde prétorienne décide de choisir le nouvel empereur parmi les siens. Elle trouve son candidat tapi derrière une tenture. Il s'agit de Claude, l'oncle de Caligula. Voilà un homme facile à manipuler. Une marionnette dont la garde pourra tirer les ficelles. Il bavait, il bégayait, il était plein de tics. Sa survie tient sans conteste au fait que personne ne le prenait au sérieux. Personne ne l'envisageait comme un candidat possible à ce poste-là. Sûr d'avoir fait le bon choix, la garde installe Claude à la tête du plus grand empire sur Terre. Les plus anciens parmi les gens de sa maison avaient décidé durant sa jeunesse qu'il ne devait pas acquérir trop d'expérience en matière administrative ou militaire. Presque tous les jeunes gens issus de la famille impériale étaient assez vite nommés à des postes dans le domaine public. Ça n'a pas été le cas de Claude. L'empereur Claude a tout approuvé à ses sujets qui le croient incompétent. D'un autre côté, il a une dette envers la garde prétorienne qu'il a nommé empereur. Une guerre permettra de faire d'une pierre deux coups. Des honneurs et du butin pour les soldats, du prestige et de la dignité pour l'empereur victorieux. D'un point de vue économique, un soldat romain préférera toujours la conquête d'une région et l'aventure militaire. D'un point de vue psychologique, il ne veut pas rester inactif. Il veut donner tout ce qu'il a au combat. Plus la conquête est spectaculaire, mieux c'est. Mais où aller?
La réponse de Claude est aussi audacieuse qu'inattendue. La Grande-Bretagne, cette île effrayante et lointaine qui a vaincu Jules César près d'un siècle plus tôt. Celui qui parviendra à la mater deviendra plus grand que César lui-même. Pour mener cette expédition, Claude choisit Plautus, un brillant sénateur et un général reconnu. Il part avec 4 légions à sa suite vers des terres étranges, hantées par un terrible passé. Les troupes sont nerveuses et apeurées. À mon avis, dans ce genre de mission, on ne peut pas minimiser la peur de l'inconnu. Il y avait une peur véritable que de l'autre côté de la Manche, il tombe sur des armes de destruction massive version 1er siècle après Jésus-Christ. Des rumeurs courent sur la magie puissante pratiquée par les druides, les prêtres de la religion mystérieuse de Grande-Bretagne. Voilà ce qu'en dit le sage Pline l'Ancien. La Grande-Bretagne est fascinée par la magie. Le culte monstrueux des druides prétend qu'assassiner un homme est une preuve de dévotion et que manger sa chair est bénéfique. Ces sacrifices humains répugnent les soldats, ce qui incite Claude à interdire le druidisme. Pour qu'une religion soit ainsi prohibée, il fallait qu'elle fasse des choses que les Romains réprouvaient. Le sacrifice humain en faisait partie. On accusait les druides de le pratiquer, ce qui est sans doute vrai. Par ailleurs, les Romains craignaient toute force politique ou sociale déstabilisante. Magie plus politique, un mélange explosif. Toujours sur leur garde, les Romains quittent la plage de Rutupiae, aujourd'hui Richboro, et s'avancent vers la Tamise, qui longe le vaste territoire contrôlé par la puissante tribu des Catuvelloni. Imprégné des mystères druidiques, Caratacus, prince des Catuvelloni, ne porte pas d'armure. Il lui préfère des peintures de guerre au pouvoir magique. D'après ce que l'on sait, la maîtrise de tous ces savoirs demandait de longues années d'études. Environ 20 ans pour apprendre les différents textes, les poèmes, les psalmodies, les prières, les formules magiques. Les druides prennent la tête de la rébellion contre les Romains. Ils vont librement d'une tribu à l'autre, fournissent des renseignements sur l'ennemi et recrutent de nouveaux partisans. Les druides n'étaient pas des intermédiaires entre les hommes et les dieux, mais tenaient plutôt le rôle de juges. En tant que leaders, on ne pouvait pas se passer d'eux. Dans la société celte, les druides avaient leur mot à dire dans tous les domaines. Togodumnus, le frère de Caratacus et chef militaire du royaume voisin, arrive avec son armée pour soutenir la résistance. Joignant ainsi leurs forces, les princes abordent les Romains en toute confiance. Les Britanniques n'avaient pas été vaincus lors du dernier passage des Romains. De plus, ils les affrontaient sur leur propre territoire et ils avaient déjà pu observer leur technique de combat. Pour toutes ces raisons, ils se sentaient sans doute tout à fait capables de repousser une fois de plus leurs attaquants. Le Pays de Galles était le terrain le plus accidenté et le moins peuplé, mais aussi celui où la population était la plus guerrière. Les soldats étaient entraînés à se battre en formation avec des bataillons auxiliaires en guise de renfort pour pouvoir opérer même à découvert, ce qui fonctionnait très bien. Cette tactique avait fonctionné en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient et en Gaule. Son efficacité a été moindre dans les contrées germaniques et elle a été nulle en Grande-Bretagne. Dion, historien du IIIe siècle, nous relate. Les barbares ont trouvé refuge dans les marécages et les forêts, espérant épuiser leurs envahisseurs à force de vains efforts. Ils connaissaient les terrains praticables et les chemins les plus courts. Les tentatives des Romains pour les suivre n'ont pas été couronnées de succès.
Face aux Romains, je crois que la stratégie de départ des Britanniques était la bonne. Ils les ont laissés arriver sans opposer de résistance. Ensuite, le but était de les attirer à l'intérieur des terres pour les piéger et les empêcher de repartir. Lorsqu'ils attaquent, les Britanniques agissent avec ruse et sauvagerie. La discipline de l'armée romaine est bien connue. Beaucoup de documents en parlent. Le fait que les soldats romains puissent continuer d'obéir, y compris dans les pires situations, est remarquable.